Ce qui était déjà une liste incroyable d'accusations dans un procès retentissant contre Priscilla Presley est désormais devenu une histoire encore plus importante. Outre leurs accusations que Priscilla aurait débranché sa fille, une plainte modifiée l'accuse aussi d'avoir contribué à la mort de la fille d'Elvis. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Très bien, avant de commencer, je dois parler de l'éléphant dans la pièce. Oui, ça a l'air horrible. C'est un orgelet, c'est mauvais, ça fait mal, c'est dégoûtant. On va probablement me couvrir avec beaucoup de plans de coupe pendant cet épisode, mais je voulais juste vous prévenir. Voilà pourquoi j'ai cette tête. Ça prendra du temps à partir. Je pense que c'est à cause d'un mauvais maquillage. Mais oui, c'est ce qui se passe. Passons à l'histoire. Priscilla Presley ne parvient vraiment pas à quitter les projecteurs ces temps-ci. Et c'est grâce à des détails de plus en plus croustillants dans un procès intenté par deux anciens partenaires commerciaux, y compris maintenant l'accusation selon laquelle elle aurait essentiellement contribué à conduire son ex-mari Elvis dans la tombe prématurément. Cela semble être l'accusation. Et d'ailleurs, nous allons recevoir dans un instant l'avocat qui représente ces plaignants afin d'obtenir des éclaircissements sur la nature exacte de cette accusation. Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi cela vous paraît-il familier? N'en avez-vous pas déjà parlé? Nous avons récemment réalisé un épisode de Sidebar détaillant la plainte initiale de Bridget Cruz et Kevin Fialko. C'est en ce moment sur la chaîne YouTube de Law & Crime, allez voir. Aujourd'hui, nous comparons la plainte initiale à une plainte modifiée déposée à Los Angeles le 3 septembre. Une plainte modifiée est une plainte qui a été mise à jour ou révisée. Et avant que nous n'entrions dans ce qui est nouveau, et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, je veux vous résumer les allégations générales du premier procès, ce qui est en jeu et qui est impliqué, d'accord? Nous avons Bridget Cruz et Kevin Fialko. Ce sont des entrepreneurs autoproclamés très actifs dans les objets de collection d'Elvis Presley. Apparemment, ils ont commencé il y a des années à aider Priscilla Presley, la veuve d'Elvis, à gérer sa marque et à exploiter son nom et son image pour gagner de l'argent. C'est ce qu'allègue le procès. Mais ils allèguent aussi que Priscilla faisait des démarches dans leur dos pour obtenir plus d'argent pour elle-même, et en gros, les exclure tous les deux des futurs accords. En plus des 16 chefs d'accusation liés à l'affaire, tels que rupture de contrat et ingérence intentionnelle dans un avantage économique potentiel, les plaignants évoquent de nombreux drames présumés qui, selon eux, se déroulaient en coulisses. Et ces accusations ne présentent pas Priscilla sous un jour flatteur, non. Donc, Elvis et Priscilla, comme vous le savez peut-être, n'ont eu qu'un seul enfant pendant leur bref mariage, une fille nommée Lisa Marie. Elvis est mort en 1977. En grandissant, Lisa Marie et sa mère auraient eu une relation tumultueuse. Elvis avait apparemment laissé tout son patrimoine dans une fiducie à Lisa Marie qu'elle a héritée lorsqu'elle a eu 25 ans. La plainte initiale dont nous parlons ici indique qu'en 2010, Lisa Marie a fini par nommer Priscilla et Barry Siegel comme cofiduciaires. Siegel a longtemps été le gestionnaire financier de Priscilla. Lorsque Lisa Marie aurait découvert qu'il gérait mal son argent, elle a modifié la fiducie pour se nommer elle-même comme fiduciaire et a désigné son fils Ben et sa fille, Riley Keogh, comme héritiers. Ensuite, nous arrivons à juin 2022. Lisa Marie, Priscilla et Riley, qui est d'ailleurs une actrice célèbre, ont signé leurs empreintes devant le Chinese Theatre à Los Angeles lors de la première du film Elvis de Baz Luhrmann avec Austin Butler. En janvier 2023, les relations entre Priscilla et Lisa Marie s'étaient apparemment détériorées de façon significative. Voici ce que dit le procès, je cite, « Lisa et Priscilla prévoyaient chacune d'assister aux Golden Globes 2023 le 10 janvier 2023 pour soutenir Elvis. Mais Lisa n'avait aucune envie de voir Priscilla ou d'être près d'elle. Lisa était en conflit depuis longtemps avec Siegel et elle en voulait à Priscilla d'être restée avec Siegel, ce qui trahissait encore plus sa confiance. Fait important, Priscilla savait que Lisa comptait la remplacer comme seule administratrice de la fiducie d'assurance vie irrévocable et la menaçait aussi d'un procès. Cruz et Fialko ont veillé à l'unité familiale, collaborant avec les attachés de presse de Priscilla et organisant la présence commune de Lisa et Priscilla sur le tapis rouge et lors de l'événement. Lisa, malade, se plaignait de sa santé à Priscilla. Priscilla a ignoré les signes avant-coureurs alors qu'elle était à quelques minutes du centre médical Cedars-Sinai. Au lieu de cela, Priscilla s'est accrochée à la lumière des projecteurs, sortant boire un verre avec Lisa au château Marmont, puis elle a envoyé Lisa faire un long trajet jusqu'à sa maison de Calabasas.
En un peu plus de 24 heures, Lisa a fait un arrêt cardiaque le jeudi 12 janvier et a été transportée d'urgence à l'hôpital West Hills. Priscilla, sachant que Lisa voulait la remplacer comme seule administratrice de la fiducie d'assurance vie irrévocable de Lisa, a saisi l'occasion de reprendre le contrôle. Priscilla s'est précipitée à l'hôpital West Hills et, malgré la directive claire de Lisa de, je cite, prolonger sa vie, Priscilla a débranché les appareils en quelques heures après l'admission de Lisa et avant que sa petite fille, Riley, ne puisse arriver à l'hôpital, exigeant que Cruz publie un communiqué à la presse afin qu'elle puisse contrôler le récit. Priscilla a exigé la publication immédiate d'un communiqué. C'est le cœur lourd que j'annonce que ma belle-fille, Lisa Marie, nous a quittés. Et puis ils affirment que la semaine suivante, Priscilla a dit « Je suis la reine, c'est moi qui dirige Graceland ». Cruz et Fialco étaient bouleversés par ce comportement troublant. C'est écrit dans la plainte. Maintenant, dans la nouvelle plainte, qui fait d'ailleurs référence à Priscilla comme, je cite, « une sociopathe calculatrice, une maîtresse de la tromperie et une vipère », les plaignants affirment également que Priscilla n'a pas seulement escroqué Elvis pendant leur divorce, mais qu'elle a en gros contribué à sa mort. On peut lire, malgré son image douce et naïve, la défendresse Priscilla a toujours été impitoyable et rusée. Sa quête de pouvoir est de près suivie par sa soif d'argent. À cette fin, Priscilla a un passé de manipulation de ses proches pour son propre bénéfice, y compris son défunt ex-mari Elvis Presley, sa défunte fille Lisa Marie Presley, sa petite-fille Riley Keough, et maintenant les plaignants qui ont été chargés par Priscilla de régler et de gérer toutes ses affaires personnelles afin de maximiser la valeur de sa marque et qui ont refusé de se laisser exploiter par son schéma de longue date visant à tromper ceux qui lui sont les plus proches. Oui, il n'y va pas de main morte, écoutez. Priscilla a d'abord eu Elvis pour victime, l'épousant le 1er mai 1967, puis donnant naissance à Lisa le 1er février 1968. Après un peu plus de 5 ans de mariage, Elvis et Priscilla ont divorcé, signant chacun un accord de partage des biens et un accord de dissolution du mariage le 15 août 1972. Selon les accords de divorce, Priscilla a clairement renoncé à tout droit sur la succession d'Elvis. Et ensuite, en gras, Priscilla savait qu'elle n'avait droit à rien de l'héritage d'Elvis. Donc, cette plainte, ce recours en justice, inclut même une pièce jointe qui semble présenter certains de ces documents juridiques issus des batailles judiciaires des années 1970, montrant une section intitulée « Renonciation au droit d'hériter ». Et cette pièce jointe semble être un extrait d'un accord juridique et il est écrit « Chaque partie renonce à tout droit d'hériter de la succession de l'autre à son décès ». D'accord, alors voyons comment les biens ont été répartis selon cette plainte. Il est écrit « Selon les accords de dissolution du mariage, Priscilla devait recevoir 100 000 $, soit l'équivalent d'environ 772 842 $ et 11 cents aujourd'hui, répartis en 2 paiements distincts de 50 000 $ chacun. Elle a aussi reçu une Mercedes-Benz 1971, une Cadillac Eldorado 1969 et une Harley-Davidson 1971. Elvis a accepté de verser 500 $ américains par mois de pension alimentaire pour Lisa jusqu'à ses 18 ans, environ 3 864,21 $ actuels, et 1 000 $ par mois de pension pour conjoint pendant 5 ans, environ 7 728,42 $ actuels. Elvis a aussi accepté de payer l'assurance maladie et l'éducation de Lisa, ainsi que de souscrire une assurance vie à son bénéfice. Donc, ça semble être une assez bonne affaire, non? La plainte affirme que Priscilla n'était pas très heureuse. Citation, « Par avidité, Priscilla a déclaré que ce qu'elle avait reçu n'était, je cite, « pas suffisant pour vivre » et qu'elle a tenté d'annuler le jugement par défaut contre elle, cherchant à annuler les accords de divorce, feignant l'ignorance. Priscilla a déclaré qu'Elvis l'avait trompée, affirmant qu'il lui avait promis de toujours veiller sur elle. Elvis a contesté les propos de Priscilla, affirmant qu'elle lui avait dit « Je ne veux pas te prendre. Je veux juste savoir si je peux vivre confortablement ». L'ancien couple était donc revenu à la table des négociations où, selon la plainte, Elvis aurait été forcé de signer un accord modifié de divorce le 4 octobre 1973 et à partir de là, les paiements ont considérablement augmenté. Citation, Elvis a été forcé de verser à Priscilla 725 000 $ dans les 10 jours suivant l'approbation du tribunal, soit l'équivalent d'environ 5 274 995 $ et 50 cents aujourd'hui.
Et laissez-moi juste m'arrêter là, parce que, waouh, d'accord. 721 000 dollars supplémentaires, cela équivaut rapidement à environ 5 238 616 dollars et 22 cents aujourd'hui. Et cela est réparti en versement de 6 000 dollars par mois. Elvis a dû verser à Priscilla 50% du produit de la vente de sa maison au 144 Monteval Drive à Los Angeles, ainsi qu'une pension alimentaire d'un an pouvant atteindre 4 200 dollars par mois, soit aujourd'hui environ 30 558,59 dollars par mois. Et puis, encore une fois en lettres grasses, la soif de pouvoir et d'argent de Priscilla était insatiable. Donc, c'est un sacré retournement de situation, n'est-ce pas? Maintenant, la plainte affirme que Priscilla n'a pas arrêté. Les documents du tribunal indiquent que, malgré sa fortune acquise et les millions extorqués à Elvis, Priscilla a hypothéqué Graceland le 29 avril 1977 pour 494 024 dollars, plus de 2,2 millions aujourd'hui, ajoutant ainsi de la pression sur Elvis moins de 4 mois avant sa mort le 16 août 1977 d'une crise cardiaque liée à la drogue. Voici la citation clé. Priscilla a exercé une pression indue sur Elvis, le poussant à sa mort. Waouh! Et c'est ainsi que cela peut ramener aux allégations de Cruz et Fialco, parce que je vais revenir aux plaignants. Cela semble être lié au nom et à l'image de Priscilla dans sa tentative de développer sa marque, car selon eux, il s'avère qu'elle n'est même pas censée utiliser le nom Presley du tout. Selon la plainte modifiée après son divorce d'Elvis, Priscilla n'avait droit à rien car elle n'était pas citée dans le testament. Et en fait, conformément à son accord de divorce, elle était censée arrêter d'utiliser le nom de famille Presley. Après la mort d'Elvis en 1977, cependant, Priscilla a continué à utiliser le nom Presley car elle avait besoin d'exploiter ce nom pour son propre gain financier, malgré les souhaits contraires d'Elvis. Côté commercial, Cruz et Fialco intentent un procès sur plus d'une douzaine de chefs, dont la fraude à l'incitation. Donc, Presley a dit à Cruz et Fialco qu'elle pouvait utiliser son nom et son image, alors qu'elle les avait déjà vendus à quelqu'un d'autre sans le mentionner. Ces déclarations, vraies ou fausses, visaient à les inciter à investir ou à l'aider financièrement, car ils lui faisaient confiance. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour l'aider à développer sa marque, c'est l'allégation. Et s'ils avaient connu la vérité, l'argument serait qu'ils ne l'auraient pas fait. Ils affirment que la fraude de Presley leur a coûté plus de 50 millions de dollars et réclament des indemnités, y compris des dommages d'intérêt punitifs, estimant qu'elle l'a fait exprès. Presley est aussi accusé de détournement. Il aurait retiré de l'argent d'un compte de l'entreprise sans autorisation, puis fermé le compte et perturbé les opérations. Bien qu'elle soit membre, elle n'avait pas ce droit selon les règles. L'entreprise réclame l'argent et des dommages-intérêts pour ses pertes. L'accord de confidentialité est aussi violé. La plainte affirme que Priscilla aurait accepté d'informer immédiatement les plaignants par écrit de toute offre reçue concernant son nom, son image et sa ressemblance, et d'obtenir leur accord avant de signer des contrats. Priscilla n'aurait pas divulgué certains accords, comme celui avec NBC pour le Noël à Graceland, et aurait signé des contrats sans approbation. D'accord, pour en discuter, j'accueille Jordan Matthews, avocat spécialisé en divertissement représentant les plaignants contre Priscilla Presley dans cette affaire. Jordan, merci d'être venu sur Sidebar, j'apprécie vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation, Jesse. Pourquoi ont-ils décidé de déposer cette plainte maintenant? Donc, pour être clair concernant notre rôle, nous avons récemment été engagés comme avocats en Californie et nous venons tout juste de nous substituer dans cette affaire. Et comme vous pouvez l'imaginer, là, qu'il y avait une quantité considérable de documents à examiner. Plus précisément, début août, après avoir été engagés, nous sommes tombés sur des documents qui indiquaient qu'il y avait un délai de prescription dont nous devions tenir compte. Nous serions probablement restés tranquilles, mais nous voulions avoir quelque chose dans le dossier. Donc, nous avons déposé quelque chose, mais nous avons aussi réalisé qu'il fallait une plainte plus solide qui devait vraiment être enregistrée. C'est pourquoi nous avons récemment modifié la plainte pour nous assurer d'avoir un dossier très solide auprès du tribunal. Et pour être clair à ce sujet, vous dites qu'il y avait beaucoup d'allégations dans cette première plainte. Ce que vous dites, c'est que vous avez examiné les preuves potentielles pour étayer ces affirmations. Et l'une des raisons pour lesquelles vous avez déposé cette plainte modifiée était de le montrer.
Oui, absolument, c'est exact. Alors, quelles sont certaines des façons? Parce que j'allais vous demander, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Il y a deux parties à cela. Quels sont les changements dans cette plainte modifiée? Quelle est cette documentation supplémentaire que vous avez et comment l'avez-vous obtenue? Je veux dire, cette décharge, non, elle semble dater des années 70. Désolé, comment avez-vous eu cette documentation? Qu'en est-il de la nouvelle plainte et pourquoi a-t-elle changé? Et qu'est-ce qu'on devrait en penser? Donc, en réalité, il y a trois parties de cette question, évidemment. L'une des choses les plus cruciales que nous voulions absolument aborder, c'était d'avoir des expositions. Et il n'y a pas toujours beaucoup de pièces jointes dans une plainte, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous avons 40 pièces. Et la raison, c'est que nous voulions montrer clairement que si nous allions faire ce genre d'allégations, elles seraient vraiment étayées de manière très approfondie par une documentation exhaustive. Ce qui est différent dans cette plainte, c'est que nous avons abordé les allégations concernant l'histoire avec Priscilla et Elvis et tout ce contexte autour du divorce et du privilège qui a été placé sur Graceland. Bon, la raison pour laquelle c'est important, c'est que ce que nous essayons de montrer dans cette plainte modifiée, c'est un schéma, n'est-ce pas? Nous avons observé un schéma avec la documentation issue de cette interaction entre Priscilla et Elvis. Nous avons également observé et présenté un incident très précis en 2005 où nous affirmons que Priscilla avait vendu les droits sur son nom de famille pour plus de 13 millions de dollars, ce qui était un conflit avec son rôle de fiduciaire de la succession de Lisa. Ainsi, les allégations supplémentaires visaient à renforcer la crédibilité de l'ensemble de nos accusations. Maintenant, en ce qui concerne les documents, ce que nous avons obtenu et ce que nous avons présenté, nos clients sont très diligents et très minutieux. Je ne peux pas expliquer en détail comment j'ai eu accès à tous ces documents. Et nous prévoyons qu'il y aura beaucoup plus de documents qui seront divulgués et présentés dans le cadre de ce litige. Mais la raison pour laquelle c'est vraiment crucial, c'est que nous voulons préciser que si nous faisons les allégations que nous faisons, elles sont appuyées par des preuves qui ont été examinées très minutieusement. Maintenant, quelqu'un pourrait regarder cela et dire, je pense que la partie la plus pertinente de ce procès, c'est la relation entre les plaignants, vos clients, et Priscilla Presley. Quel était leur arrangement, ce qu'ils étaient censés faire, qu'elle avait potentiellement ou prétendument vendu les droits sur son nom, son image et sa ressemblance, qu'elle s'était engagée de manière frauduleuse dans cette relation avec eux. Elle ne leur a pas tout dit, elle faisait des affaires en parallèle. Tout cela a du sens pour les réclamations et les motifs d'action. Un juge ne pourrait-il pas déclarer que tout ce qui concerne la mort de Lisa Marie, d'Elvis et toute cette histoire de fond est sans importance? Est-ce trop préjudiciable pour un jury? Eh bien, nous ne le pensons pas. Voici pourquoi c'est important. Nos clients ont formé plusieurs sociétés, n'est-ce pas? Et ces sociétés ont été créées spécifiquement pour vraiment sauver, développer et exploiter la marque de Priscilla dans le but de générer des revenus. Mais dans ce cadre-là, Priscilla, d'après ce que nous affirmons et ce que nous avons évalué, a exigé que nos clients gèrent vraiment tous les aspects quotidiens de sa vie, ce qui incluait même la rédaction de déclarations pour elle à destination de la presse. Et cela concernait la gestion de l'ensemble de sa marque. Cela a aussi permis de régler de nombreux litiges, menant directement à celui impliquant Priscilla, Riley et d'autres membres de la famille. Donc, ce qui est crucial, c'est que l'un des chefs d'accusation, l'une des réclamations concerne un compte commun et il s'agit de la valeur des services, n'est-ce pas? Donc, ça, je ne peux pas vraiment expliquer la quantité de temps, les milliers d'heures passées et la valeur de ce temps si je ne peux pas expliquer les événements réels si elle est impliquée, si notre cliente est impliquée dans la rédaction de déclarations le jour même pour Priscilla en lien avec ce décès, si elle est réellement impliquée dans la négociation, la gestion et l'ajustement de toutes les relations pour résoudre tous ces litiges. Je dois expliquer cela pour expliquer la valeur de l'ensemble de ces services. D'accord, donc en particulier en ce qui concerne la relation avec Lisa Marie et le moment de son décès, la déclaration que, vous savez, Priscilla aurait soi-disant exigé de publier. Mettons ça de côté un instant, en quoi est-ce pertinent concernant Elvis, sa mort, leur divorce et leurs arrangements financiers? Je veux juste clarifier cela.
Absolument, très bonne question. Encore une fois, l'une des allégations, en plus de la demande générale, concerne l'incitation frauduleuse. Et donc, comme vous le savez, cela concerne des informations importantes, n'est-ce pas? Si des informations importantes ne sont pas divulguées voilà, avant de conclure un contrat ou un accord, cela peut concerner une allégation de fraude. Donc, nous pouvons examiner deux questions, n'est-ce pas? Nous examinons le fait que nos clients investissaient dans la marque, dans le nom, l'image et la ressemblance. Si cela avait été révélé qu'elle avait vendu ses droits en 2005, nos clients n'auraient jamais fait cet investissement. Mais c'est aussi une question de savoir avec qui vous faites affaire. De nombreux litiges que nous affirmons avoir eu lieu concernent la relation entre Priscilla et Elvis, l'arrangement et la renégociation maritale, ainsi que l'hypothèque sur la propriété. Et si nos clients avaient été informés de ce type de transaction, cela les aurait fait sérieusement réfléchir et ils n'auraient pas poursuivi ni investi du temps, des ressources et de l'argent dans cette relation. Donc, il s'agit de la divulgation d'informations importantes. Et sans trop entrer dans les détails, l'allégation ne concerne pas simplement le fait d'avoir fait affaire avec quelqu'un qui a eu une contravention de stationnement il y a des années ou d'avoir fait affaire avec quelqu'un qui a été accusé de maltraitance d'enfants il y a des années ou qui a été arrêté. Vous dites que la relation entre Priscilla et Elvis est tellement importante et significative, surtout lorsqu'on parle du nom Presley, que c'est pour cela qu'elle était pertinente dans cet accord particulier entre Priscilla et vos clients, n'est-ce pas? Est-ce que je comprends bien? Essentiellement, oui, c'est la relation, mais c'est surtout la façon dont la procédure de divorce, la renégociation et le privilège ont été gérés. Et si vous prenez cela, ce n'est pas un incident isolé. Il s'agit de regarder cela. Il s'agit de voir comment nous affirmons que Priscilla est devenue cofiduciaire du Promenade Trust lorsque Vernon est décédé après le décès d'Elvis. Donc Elvis est décédé, puis son père Vernon est décédé, et nous affirmons qu'elle a utilisé cela comme levier pour devenir fiduciaire du Promenade Trust. Donc c'est la façon dont elle a manœuvré cela. Je vois. Et tout cela, c'est un schéma général que nous avons observé et, encore une fois, cela donne du crédit à nos allégations. Faire une allégation sur un incident isolé, c'est différent. Mais si nous montrons que c'est quelque chose qui s'est produit plus d'une fois, vous savez, plus de 2 fois, c'est crucial pour comprendre la pertinence et la crédibilité de nos allégations. Pour être clair, vos clients allèguent-ils que Priscilla est à l'origine ou responsable de la mort d'Elvis? En ce qui concerne cette allégation, ce que je veux clarifier, c'est une distinction, d'accord? Il y a une nuance. Il n'est pas nécessaire, ou plutôt, quelque chose n'a pas besoin d'être la seule cause pour être une cause, d'accord? Nous examinons cela, mais si nous faisons une allégation, je veux rester très prudent. Nous n'allons pas faire d'allégation à moins d'avoir une documentation qui l'appuie. Et donc, ce que nous examinions simplement, c'est le fait que si vous regardiez la renégociation du règlement matrimonial, les millions de dollars, nous avons inclus des documents dans la plainte modifiée qui le prouvent. Si vous considérez qu'un privilège de plus de 400 000 dollars a été mis sur Graceland en 1977, cela équivaut à plusieurs millions aujourd'hui. Donc, encore une fois, nous comprenons qu'il y a des drogues et de l'alcool qui font partie de l'histoire d'Elvis et de son décès. Mais si vous y réfléchissez, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un dans un état de stress suffisant pour qu'il consomme des drogues et de l'alcool? Lorsqu'il y a une pression financière, c'est quelque chose qui est pertinent. Donc, nous ne disons pas qu'il s'agit nécessairement de la seule cause, mais nous laissons les gens tirer leurs propres conclusions raisonnables à partir de documents que nous pensons étayer cette allégation. Pour développer un peu cela, suggérez-vous qu'il pourrait y avoir des preuves, que ce soit, je ne sais pas, des témoins ou une sorte de communication indiquant qu'Elvis ressentait cette pression avant sa mort, ou dites-vous simplement que nous examinons les circonstances et faisons une déduction sur ce qu'il aurait pu traverser? Car, encore une fois, cela se remarque vraiment et fait la une actuellement. Donc, je veux juste clarifier. Au cours du procès, espérez-vous qu'il y aura des preuves pour établir que cet arrangement financier avec Priscilla a été une cause de son comportement, une cause du stress qu'il subissait? Je veux dire, comment allez-vous prouver cette partie-là? Donc, nous faisons une déduction basée sur les documents que nous avons présentés, mais aussi nous avons été très rigoureux et nous parlons à beaucoup de personnes qui sont étroitement liées à ces circonstances.
Et si c'est approprié et si c'est nécessaire, si le tribunal nous le demande, alors nous avons l'intention de présenter des témoins qui viendraient étayer ces allégations. Et en ce qui concerne la mort de Lisa Marie, l'idée de débrancher les appareils, comment comptez-vous le prouver? Donc, il y a deux choses. Encore une fois, on revient à ce que j'ai mentionné plus tôt, n'est-ce pas, sur le fait que notre cliente, en particulier Bridget Cruz, était responsable de gérer, ou plutôt de s'occuper de nombreux problèmes quotidiens pour Priscilla, notamment rédiger des déclarations et autres. Elle rédigeait les déclarations le jour où elle et Lisa sont décédées. Donc, elle était pleinement impliquée là-dedans. Nous avons donc un témoignage de sa part. D'autres membres de la famille étaient avec Priscilla ce jour-là. Nous comptons les interroger et recueillir leurs témoignages. Mais ensuite, l'autre, ou plutôt l'autre problème, est le fait que Priscilla elle-même a apparemment écrit sur cet incident dans son livre qui doit être publié le 23 septembre. Donc, elle a abordé ce sujet dans son propre livre. Avez-vous l'intention de citer O'Reilly à comparaître? La réponse courte, oui. Vos clients ont-ils reçu un quelconque soutien de la part de la famille Presley ou de leurs proches concernant ce procès? Et ont-ils déclaré soutenir une action en justice contre Priscilla? Je vais dire ceci dans la mesure où je le peux. Je dirais simplement, de manière générale, que nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des gens en général. Oui. Permettez-moi d'avoir votre réaction à cela. Donc, en réponse à ce procès, l'avocat de Priscilla, Marty Singer, qui est un avocat très influent et bien connu dans le domaine du divertissement, a déclaré à Fox News, je crois que c'était à Fox News Digital, je cite, « Priscilla n'a rien à voir avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Elle n'a pas couvert l'affaire de la zone 51 et elle n'a pas simulé l'alunissage. Et elle ne garde pas secrètement Bigfoot enfermé dans une cabane au Canada. Retire ton chapeau en alu et affronte la réalité. » Ce procès porte sur les accusations de Mademoiselle Presley contre Mademoiselle Cruz et ses complices, affirmant que Mademoiselle Cruz a mené une campagne de maltraitance envers une personne âgée et de fraude pour s'emparer des finances de Mademoiselle Presley à son profit. Les accusations de Mademoiselle Cruz sont absurdes et méprisables, mais hélas pas surprenantes. Mademoiselle Presley souhaite tenir Mademoiselle Cruz et ses complices responsables de leurs actes. Votre réaction? Notre réponse à cela, c'est que ce n'est rien d'autre que de l'hyperbole. Il n'y a absolument aucune substance dans cette déclaration. Je veux à nouveau insister sur l'importance de consulter les documents. D'accord, notre plainte modifiée compte 40 pièces jointes à ce jour. Ils n'ont présenté absolument aucune documentation, aucune réponse concrète pour appuyer réellement leurs affirmations. Je veux aussi l'examiner sous cet angle. Pour être franc, je trouve cela triste. Je pense que nous ressentons tous collectivement que c'est une réponse un peu triste et décevante de se moquer ainsi du décès d'Elvis et de Lisa. C'est un problème sérieux que nous avons soulevé. C'est un problème sérieux que nous avons l'intention de porter devant la justice. Et ouais, c'est un peu décevant que ce soit la réponse générale, mais nous comptons laisser les documents parler d'eux-mêmes. Avez-vous reçu une réponse juridique officielle à cette plainte? Soit ils nient les faits, soit ils disent manquer d'informations pour répondre, mais c'est la réponse juridique officielle à une plainte, pour que nos téléspectateurs comprennent. Avez-vous reçu une réponse ou une sorte de réponse juridique à la plainte ou à la plainte modifiée? Nous n'en avons pas reçu. Nous pensons que ce sera une affaire fortement contestée et litigieuse, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse, mais nous nous attendons à ce qu'elle arrive prochainement. Et d'après la réponse de Singer, corrigez-moi si je me trompe, vous attendez-vous à des demandes reconventionnelles de la part de Priscilla? Nous ne prévoyons pas de demande reconventionnelle. Il y a un litige en cours que Marty avait engagé. Donc nous répondons à ces réclamations et nous prévoyons que nous allons continuer à y répondre. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que c'est justement pour cela que nous avons déposé la plainte modifiée de cette manière. Parce que, encore une fois, la plupart des plaintes ne contiennent pas ce niveau de documentation, mais nous avons inclus 40 pièces pour montrer que nous avons des preuves pour vraiment soutenir et appuyer ces réclamations. Ils n'ont présenté absolument aucune preuve de leurs allégations aujourd'hui. J'ai vu cela. Avant de vous laisser partir, je voudrais juste revenir sur un point qui me laisse encore un peu perplexe. Donc, vos clients étaient très fortement impliqués dans les souvenirs d'Elvis. Comment sont-ils entrés dans le secteur en travaillant avec Priscilla? Mais plus précisément, comment sont-ils devenus gestionnaires d'une marque? Comment ont-ils commencé à gérer sa marque?
Ont-ils une spécialisation dans ce domaine? Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, alors que nous concluons, c'est qu'ont-ils exactement perdu? Si vous pouvez développer sur le préjudice qui est allégué que Priscilla aurait causé, qu'ont-ils perdu? Qu'ont-ils subi? À quoi ressemble leur vie? D'abord, comment sont-ils entrés dans le branding? Ensuite, qu'ont-ils perdu? Donc, Mademoiselle Cruz est mère de 3 enfants, mais c'est une commissaire priseuse très connue et elle possède une expertise et une connaissance spécifique dans le domaine d'Elvis. Monsieur Fialco est un vétéran. C'est un entrepreneur très prospère et il a amassé une collection vraiment impressionnante. C'est donc grâce à des relations qu'ils ont finalement établi un lien avec Priscilla. Cela a évolué en ses entreprises. En réalité, ce qui s'est passé ici, c'est que Priscilla, selon nos allégations, avait exprimé à Mademoiselle Cruz qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile et qu'elle subissait un certain stress financier à cette époque. Nous avions mentionné dans la plainte une dette à régler envers l'Internal Revenue Service. Elle est donc venue voir nos clients pour savoir s'ils pouvaient effectivement l'aider et a présenté à nos clients une opportunité de lui verser une certaine somme d'argent chaque mois. En évaluant selon la situation, ils ont compris qu'il restait beaucoup à faire pour sauver et développer cette marque. Ils ont déterminé que la solution appropriée était de créer ces entités et de fonder ces sociétés. Et nos clients possèdent certains brevets, une certaine propriété intellectuelle ainsi qu'une grande expertise dans le domaine de la marque. Et ils avaient développé de nombreux prototypes. Il y a eu beaucoup de tests bêta. Des baumes à lèvres ont été développés. Des t-shirts ont été créés. Ils organisaient des événements et augmentaient la rémunération de Priscilla grâce à eux. Et ils facilitaient la renégociation de différents contrats. Donc, il y a eu beaucoup de travail investi dans cette situation de marque et dans leur connaissance globale en tant qu'entrepreneurs. En ce qui concerne ce qu'ils ont perdu, il y a donc des centaines de milliers de dollars rien qu'en transactions que nous avons présentées comme pièces à conviction. Nos clients ont investi beaucoup d'argent dans cette affaire. En plus de cela, comme je l'ai mentionné précédemment, nos clients ont essentiellement mis leurs activités en pause à bien des égards pendant qu'ils géraient tous ces problèmes pour Priscilla. Et donc, il y a des milliers d'heures en termes de valeur de leur temps qu'ils ont perdu à ce stade. Mais l'autre problème, encore une fois, c'est que si Priscilla était payée pour faire un événement, cet argent irait dans l'entreprise. Si elle est payée pour promouvoir un livre qu'elle va sortir, ces choses-là entrent dans l'entreprise. À ce stade, notre allégation est que Priscilla a complètement contourné cet arrangement auquel elle a consenti en toute connaissance de cause avec des avocats totalement et entièrement impliqués dans la situation. Il y avait même des enregistrements vidéo d'elle en train de conclure cette transaction. Et donc, nos clients ont été laissés pour compte malgré tout l'argent qu'ils ont investi dans cela, ainsi que tout le temps, l'énergie et les ressources qu'ils y ont consacrées. Jordan Matthews, merci pour vos éclaircissements et votre présence. Nous suivrons cette affaire. Merci pour votre temps. Ça me va. Merci Jesse, merci de m'avoir invité. Très bien, tout le monde veillant, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur Instagram ou X. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.